Eh bien, salut tout le monde, moi c'est Romain, vous êtes sur le podcast De Rien. Habituellement, on parle investissement, business et réussite, mais vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment un podcast, un épisode hyper spécifique. Je suis en présence de Michel. Bonjour Michel. Bonjour Romain. Et on agit et on fait un enregistrement, dans le cadre de l'action Podcaston. Donc c'est une super action qui permet en fait, sur cette période de mars, de mettre en lumière, un certain nombre d'associations et donc voilà, d'aider toutes les associations de France, de Navarre, d'Europe, puisque le Podcaston a une aura, au-delà de la France et de la Belgique et vraiment maintenant quasiment mondiale, hein, si j'ose dire. Ils ont inclus l'espagnol et l'anglais, ouais. Voilà, donc c'est ça qui est top, c'est que voilà, tous les pays quasiment peuvent participer, tant qu'il y a pas la barrière de la langue et aujourd'hui donc un podcast hyper particulier. Donc si tu es venu, sur la thématique invest, bah, tu peux switcher tout de suite parce que ça sera vraiment un thème inédit. Sous. Ouais, qu'on a peut-être un petit peu de lien quand même. Toujours est-il que je suis avec Michel, donc je vous en dis pas plus. Je vais proposer à Michel de faire sa petite présentation, habituelle et vous allez voir, de quoi on va vous parler et de quelle action on va vous parler très rapidement. Bonjour Michel. Bonjour. Alors je vais quand même me permettre une parenthèse, si tu l'autorises. Moi je participe aussi avec mes productions de podcasts au Podcaston depuis le début. Donc c'est 3 années consécutives. J'en produis un par, chaîne, donc j'en ai plusieurs chaînes, donc j'ai produit la dernière fois 4 épisodes Podcaston et je t'avoue que je me sens un peu illégitime dans ma position malgré que j'accepte ton invitation et que je l'apprécie. Parce que c'est vrai que le Podcaston se dévoue vraiment pour des assos qui ont un impact social fort et je ne sais pas si mon impact social est assez fort que pour mériter donc voilà, toi estimé que oui, donc merci pour ça. Bien sûr. Donc je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais d'un autre côté, je me dis: «Bah, si tu estimes que toi, ça rentre dans le cadre de ce que tu estimes comme qualitatif pour une bonne action, alors je dois respecter et écouter aussi ton attente». C'est ça. Alors, vous allez voir, c'est peut-être, le problème de Michel, c'est qu'il est tellement altruiste et qu'il a l'habitude de donner qu'il s'oublie un petit peu aussi. Donc, voilà, lors de notre découverte et notre échange, qu'on a eu en visio, moi j'ai trouvé que, bah, tout ce que tu offrais aux gens, c'était important aussi de le mettre en lumière, d'où l'épisode, mais on n'en dit pas plus. Je te laisse peut-être te présenter, qui tu es, voilà, choisis les éléments de vie que tu as envie de mettre en avant et surtout qu'est-ce qui t'a amené, au podcast aujourd'hui? Alors je suis, d'abord un fier papa d'une demoiselle que tu as rencontrée aujourd'hui de 16 ans, qui fait ma fierté de ma vie et puis après le rôle de papa et de mari, puisque je suis marié depuis, presque 30 ans maintenant. Je suis avant tout un passionné. Donc j'ai un parcours de vie qu'on appelle, atypique et parfois trash aussi. J'ai dû construire ma vie tout seul et faire mon éducation tout seul et arrêter mes études très tôt et faire des boulots, souvent, bah, mal payés et mal barres, bas. Ça m'a construit, ça a construit mes valeurs et ce que j'ai surtout appris, c'est que j'ai pu m'en sortir grâce à la passion de personnes qui partageaient leurs connaissances par passion et ça m'a tellement inspiré que j'ai transformé ça dans ma vie de tous les jours et en fait, je fais du podcast depuis 2007 et j'ai à un moment donné interviewé un avocat qui me disait: «Bah, tu sais, c'est quand même risqué de faire, sans statut légal, des podcasts comme ça au niveau où tu en fais, que tant d'auditeurs et tant de public et tant de projets. Tu devrais te protéger, avoir une assoce pour te protéger légalement». Donc je vais être honnête, l'assoce au départ, c'était purement créé pour un statut légal et puis, parce que de toute façon, c'était à couvrir le métier d'artiste, en fait. On voyait ça comme un métier d'artiste et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qui m'anime vraiment au fond de mes tripes, c'est les causes et les valeurs et je veux laisser un monde meilleur à ma fille dans le futur et je pense que critiquer, c'est facile. Je le fais vite parce que je suis un ancien punk un peu révolté, agressif, râleur. Il y a des gens qui vont me reconnaître en m'écoutant dire ça. Mais je me dis que tu peux le faire, mais alors tu proposes une solution et donc ma solution à moi, c'est de créer une assoce qui s'est orientée vers ceci. On forme les citoyens en podcast. Bon, l'année prochaine, on va passer à un tarif low cost, mais on va quand même mettre un tarif parce que c'est plus tenable ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On faisait des formations gratuites aux citoyens. On faisait des formations payantes aux entreprises, mais là où on rentre dans la mission de l'association, c'est qu'il y a une entreprise qui me dit après la formation: «Super, j'ai compris tout le cahier des charges, je voudrais que tu produises le podcast pour nous, ce sera peut-être plus simple et moins coûteux finalement. Combien tu demandes?» Et moi je leur répondais ceci: «Qu'est-ce que tu fais pour l'égalité des hommes et des femmes dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais pour l'inclusion, donc la lutte contre le racisme et toutes les formes d'inclusion?» Donc il faut aussi, inclure là-dedans grossophobie, atypique, neuroatypique et autres. Et donc il y a aucune forme de discrimination quelconque sur aucun sujet. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais pour l'environnement? Et si tu coches les 3 cases que j'appelle les cases ESG, écologie, sociale, gouvernance, je faisais une offre de prix la plus basse du marché et je faisais encore un discount de 15 Waouh! pour être sûr de pouvoir travailler avec cette entreprise que je voulais honorer pour ses actions et sa conscience sociale sur son impact. Et quand une entreprise ne faisait rien de tout ça, alors là, c'était, «Désolé, je te juge pas, je m'appelle pas Dieu, mais
Moi, j'ai fait un choix de vie qui est de consacrer mon temps aux entreprises qui ont vraiment un impact et une réflexion sur le social. Donc, je te donne la carte de visite d'un ingé son, d'un mec compétent, va chez eux, ils sont super bien, mais ils Mmh. seront vachement plus chers, mais moi, je travaille pas avec toi. C'est encore une fois pas un jugement de valeur, Ah bien sûr, bien sûr. c'est un choix Un engagement. personnel et un engagement, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on fait et puis on a organisé grâce à BetGeek, une assoce française aussi qui propose une plateforme d'hébergement pour les podcasts qui s'appelle Vodio, Mmh. podium.fr. On a grâce à eux et à avec leur collaboration étendu le concept de Podren et Podcast à un festival podcast à Bruxelles qui s'appelle le PodBXL. Et là, on voulait faire un podcast festival où il y a pas un podium avec des gens citoyens en concurrence avec des gros médias. Mmh. Et donc surtout pas de podium, surtout pas d'évaluation, surtout pas de mise en compétition et encore moins une compétition avec des gros médias et des petits médias. Et donc on est parti sur un festival qui était gratuit, où même la nourriture était offerte, en bio en plus. Mais le modèle financier n'est vraiment pas soutenable et la dernière édition qu'on a faite, on a fait payer un prix conscient. Donc les gens payaient un prix, mais ils pouvaient demander d'être remboursés, faire un don ou échanger le montant contre la nourriture. Et ils payaient pas leur nourriture et leur boisson. Trop bien. Voilà, j'ai fait un gros résumé. Carrément. Et c'est intéressant. Alors pour, reprendre étape par étape, donc vous commencez à mettre le doigt dessus. J'ai interrogé Michel parce que, il fait partie, intégrante, on pourrait dire que tu es un dinosaure du podcast parce que ça faisait, 13-14 ans, je crois que tu m'as dit, depuis 2007. Donc tu fais du podcast, donc tu as vraiment connu, la naissance, l'avènement, les coups durs aussi parce qu'il y a eu des rechutes dans le podcast et maintenant que ça revient à la mode, bah, tu as tout ce savoir. Donc hyper intéressant. Moi, je t'ai rencontré comme ça parce que tu fais partie de cet écosystème. Moi, ce qui m'a particulièrement touché, pardon, dans ton profil, c'est que par contre, on sent que tu es un passionné, que tu le fais pour le partage et donc, au-delà d'avoir des belles paroles, tu as des vraies prises d'engagement, dans ce que tu fais et donc peut-être avant de parler de l'asso et du festival, c'est, ça s'est intégré dans les podcasts que toi tu as créés. Est-ce que tu as tes propres podcasts? Que tu peux nous en parler un petit peu, les thématiques et ce qui te tient à cœur finalement, à travers ça? Ah, le tout premier podcast qu'on avait, c'était le podcast High-Tech Belgique et France. C'était un jeu de geeks, des passionnés de techno. À l'époque, j'avais pas trop de conscience écologie. J'avais pas encore pris conscience de l'ampleur du pouvoir que le podcast a pour les valeurs. Un podcast natif, pour moi, c'est un podcast, c'est un média citoyen vers le citoyen et je l'ai compris beaucoup plus tard. Donc au début, c'était vraiment pas là-dedans qu'on était. On était vraiment dans un jeu de partage de geeks, de techno. On prenait les actus techno, on en parlait. Alors, on avait un spécialiste, Windows qui était le Libar. On avait moi et Mathieu pour les Apple et on avait, Adrien Rami pour, le monde Linux. Alors, je te laisse imaginer la bagarre verbale les joutes verbales qu'il y avait entre nous Mmh. quand on abordait un thème et qu'on parlait de la techno et qu'on se chamaillait comme des gamins. Ouais, non, Linux, c'est ouais, Windows, c'est mieux et Mac, non, c'est Mac qui est mieux. Enfin, voilà, c'était un côté un peu, comique. On présentait l'actu. À l'époque, l'info allait vachement moins vite que maintenant, donc ça restait crédible de parler d'actu techno. Et on a fait ce podcast pendant 5 bonnes années. On avait quand même pas mal d'auditions. On avait décroché un partenariat avec un hôtel 5 étoiles, pour enregistrer nos podcasts dans leurs locaux. Et puis après, on a arrêté ce projet parce que je suis devenu papa, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie et j'ai jamais voulu lâcher le podcast parce que c'était vraiment ancré comme passion. Puis j'ai lancé un podcast sur les ressources humaines, les passions au travail parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à critiquer. Mais je pars du principe que si tu critiques les gens, tu les braques, ils t'écoutent plus. Mmh. Donc c'est mieux de leur dire: «OK». Tu leur dis pas qu'ils font de la merde ou qu'ils font quelque chose de mal, mais par contre, tu prends les gens qui font des belles choses et tu te dis: «Waouh, ça m'inspire» Mmh. et ce message-là, bah, il percute et ça fait la réflexion et donc j'ai l'ambition et l'utopie de croire qu'on pourrait changer le monde du travail et le bien-être au travail en parlant des passions au travail, de comment on vit son parcours d'entrepreneur, de travailleur. On parle de prévention burn-out, donc ce podcast s'appelle HR Meetup, hein. Puis on a créé un podcast sur les artistes et donc ça faisait quand même déjà 2 podcasts. C'était Project Daybreak qui a migré vers le concept Live sur Story, donc ça s'est élargi à la politique, la culture, la littérature. Puis on a créé un podcast, quand je suis devenu papa, où ma prise de conscience sur l'environnement s'est faite sur, l'environnement et les initiatives positives pour l'environnement. Ça s'appelle Midoricast. Puis j'ai créé un podcast, enfin je voulais relancer le podcast high-tech, mais j'ai pas encore d'équipe, donc ça traîne un petit peu, donc là c'est en suspens. Et puis je co-crée un podcast, pour, un de mes clients qui est devenu un ami, puis finalement on est coproducteur d'un podcast qui s'appelle Entre nous sur la sexo. Puis là, je suis coproducteur d'un podcast qui s'appelle Je pensais que j'étais la seule, qui dénonce le patriarcat dans la médecine. Et puis là, je viens de lancer un nouveau podcast, sur, le relais pour la vie de Braine Lalleud pour la Fondation contre le cancer. Donc en fait, tu remarques que tous mes projets, ils ont une mission et des valeurs fortes. C'est ça que je trouve hyper important et je pense que
si tu le fais, c'est justement le reflet de tes combats et de ce que tu as envie de mener, Et ça explique que je me suis lancé très vite dans le podcaston parce que je m'y reconnaissais, en fait, dans la démarche. oui, oui, forcément, c'est clair. Et du coup, alors, pourquoi, ce format, parce que tu as commencé par le podcast, mais ça aurait pu être de la vidéo, ça aurait pu être de la radio pure, ça aurait pu être des choses. Pourquoi tu as choisi ce format plus qu'un autre à l'époque? Alors la vidéo était plus virale, ça aurait pu marcher mieux, mais il fallait d'abord du matériel un peu plus coûteux, puis on parlait avec un petit budget, puis on était vraiment dans le trip podcast pour le son, et ça me parlait bien. Moi, j'étais à l'aise avec ma voix. On me disait que j'avais une voix qui passait bien. Moi, j'ai jamais aimé ma voix depuis 15 ans, mais il paraît que ma voix passe bien en micro, vous me direz, auditeurs, auditrices. Mais la vidéo, je me sentais pas aller sur l'image. D'ailleurs, là, tu filmes, j'ai pris un peu de poids, je suis pas à l'aise, je suis un peu stressé, donc tu vois mon Instagram. Donc forcément, ça stresse un peu la vidéo, puis c'est plus de matos, l'éclairage, tu vois? Ils sont dans un studio, l'éclairage n'est pas optimal, donc ça fait, forcément un impact sur ta vidéo aussi. Donc voilà, c'était plus de complexité, plus de travail, plus de temps, parce que tu le sais, hein, un podcast, ça prend du temps. Il y a le montage, alors tu imagines, c'est le montage son, il va faire le montage vidéo en plus. Je sais, ouais. Voilà, et C'est puis, on est aussi parti du principe qu'on écoute beaucoup les podcasts, avec des oreillettes, oui. et dès qu'il y a de la vidéo, on a tendance à enlever les oreillettes ou souvent. Et puis, on écoute aussi plus facilement les podcasts en voiture sur le chemin du travail. C'est un lieu d'écoute très important aussi. Mmh. C'est pour ça que certains podcasts, s'ils dépassent une demi-heure, bah, on ne les écoute pas toujours jusqu'à la fin, parce que le temps moyen en Belgique d'un déplacement de travail, c'est une demi-heure. Et on s'est dit qu'on voulait rester vraiment dans ce format pour un maximum de monde et toucher un maximum de public, voilà. Trop bien. Toujours dans cette optique de démocratiser finalement et de faire l'avenir au plus grand nombre, ça c'est très chouette. Et On fait du podcast sur YouTube maintenant, on les met sur YouTube parce que tout le monde s'y met et que voilà, c'est dommage de rater cette audience et que ça commence à prendre un peu, mais on met pas notre focus là-dessus. C'est vraiment pas, je filme pas les gens ou de temps en temps. Je mets plus des slides qui défilent avec de l'info, tu vois? C'est plus pertinent. Regarder quelqu'un qui parle et qui a rien à montrer, je voyais pas l'intérêt non plus. C'est un choix. ça avance de plus en plus vers ce format, mais effectivement après tu as un Ouais. choix. Et moi je voulais revenir aussi sur ta définition, du podcast qui peut être, du coup très, très punk comme tu le disais. Pour toi, c'est quoi le podcast? On a vu en off que tu as différencié beaucoup des replays et de la fibre journalistique. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus pour toi, c'est quoi le podcast? Comment tu le définis? Qu'est-ce qui fait l'essence même du podcast? Pour moi, le podcast, avant de parler technologie, c'est l'attention. Mmh. L'attention, c'est un contenu fait pour l'internet, d'une part. Donc un contenu qui est fait pour une radio ou une télévision qu'on rejoue avec la technologie podcast, c'est encore un podcast sur la techno, mais l'attention n'est pas la même. Et d'ailleurs, la preuve culturelle, la journaliste qui vous voit et d'un podcasteur qui tutoie, c'est pas du tout la même sphère, c'est pas du tout la même culture, ni la même ambiance qu'on crée. On n'a pas les mêmes codes culturels, on n'a pas les mêmes codes de communication. Donc je distingue déjà ça sur cet aspect-là. Ensuite, après l'intention, le podcast, c'est un contenu sur lequel on s'abonne, on télécharge, ou on le joue en streaming aussi maintenant, et on le consulte quand on veut. Donc on a forcément un bouton s'abonner avec un flux RSS. C'est le fameux lien qui permet de s'abonner et qui me notifie un nouvel épisode qui vient d'arriver sur ton application, télécharge-la. Et puis, voilà, je crois que les Canadiens, ils ont un bon terme pour déterminer ça, c'est la balado-diffusion. Tu vois? Ouais, Ça j'aime nous ça, adapte. ouais, comme terme. Ouais. Et donc moi, je suis, fan du podcast natif. Pourquoi? Parce que l'intention étant l'internet et deuxième intention étant le web 2 dans lequel ça a pris sa popularité, où l'idée, c'est que le citoyen met du contenu aussi en ligne. On a un phénomène de format où le citoyen s'adresse au citoyen. Et moi, ce que j'y vois comme symbolique forte derrière pour répondre à ta question très précisément, c'est que le podcast est pour moi le dernier bastion de format média démocratique réel. Mmh. C'est-à-dire que dans un podcast, tu as très peu de chances, à moins que ce soit un podcast institutionnel, d'avoir de la politique et de l'influence de ce type derrière. Mmh. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de naturel et de citoyen parle aux citoyens. Donc pour moi, c'est vraiment le dernier endroit de démocratie et qui plus est, dernier endroit de démocratie où tu ne te fais pas assommer de pub à gogo sans que tu lui demander. C'est clair. Alors, c'est en train de changer. Des gens prônent pour mettre de la pub en disant: «Ouais, mais si on la cible, ça peut passer». Je suis partagé. J'ai des doutes. Tu as raison, je pense que c'est cette logique où effectivement, les créateurs de contenu notamment, sur, le podcast sont tout le monde a reconnu, c'est difficile aujourd'hui. Ils veulent gagner leur vie, sans les monétiser, donc faut gagner sa croûte. Je t'ai dit qu'on avait parlé d'argent. Ouais, bien sûr, mais je rejoins ce que tu veux dire. À un moment, c'est très, très cool d'être libre de sa ligne éditoriale, si tu as des coups de gueule à passer ou des messages à faire passer, tu peux les faire sans qu'un patron vienne te dire quoi faire. Mais le problème majeur que je vois, c'est que, par exemple, si je prends un abonnement Spotify, admettons, je prends cet exemple-là, et que je paye, ou YouTube, et que je paye pour ne pas avoir de la pub, si toi, podcasteur, tu fais un contenu dans lequel tu insères de la pub avec ton hébergeur, moi, j'ai payé pour pas en avoir et toi, tu me l'imposes. Mmh. Là, moi, j'ai un problème. Mmh. Parce que moi, j'ai payé pour pas de pub Ouais, bien sûr, et on me l'impose. bien sûr. J'ai eu récemment le cas avec un gars qui me dit: «Écoute mon podcast». J'écoute son podcast, il était chez un hébergeur qui propose d'inclure de la pub. Moi, je paye un abonnement sans pub
et je lance à peine la lecture, boum, je me ramasse 2 buts dans la tronche. Oui, donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui auraient peut-être pas la ref, c'est parce que du coup, la personne inclut directement dans sa bande sonore sa pub. C'est pas de la pub poussée par une régie ou quoi. Donc ce qui fait, tu peux pas la skipper, tu ne peux pas en fait, même si tu as payé, la faire disparaître, elle apparaîtra de toute manière parce qu'elle est en Elle aura sur, voilà, dans la source. voilà. Donc ouais, ça c'est un peu, après c'est vrai que c'est un débat parce qu'à la fois quand tu as un créateur de contenu que tu aimes bien, il dit: «Bon, c'est Tu envie de le soutenir. voilà, si c'est ce qui permet de le faire croquer un petit peu». Et tu passes un peu plus tranquillement, bah, alors tu fais un petit accéléré, tu bouges le curseur pour passer si ça te dépeine et je comprends ce que tu veux dire, en tout cas. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on comprend bien ton fil d'Ariane, en fait, entre, bah, tes combats et ce que tu as envie de mettre en avant et ton choix du podcast. C'est de dire, aujourd'hui, on garde de la démocratie, de la liberté d'expression, de liberté de parole. Ça devient rare, hein. Là, tu vois ce qu'on impose sur les réseaux sociaux et le chat contrôle et des choses comme ça, c'est interpellant quand même. Ouais, c'est vrai. Et moins de peut-être du côté capitalisation aussi, voilà, qui est capitalistique aussi avec moins de pubs et cetera. Donc on sent qu'effectivement c'est un on comprend mieux Il y a un pourquoi débat. tu as choisi ce format-là en Mmh. tout cas et c'est chouette parce que, bah, ça veut dire que c'est un format qui est engagé, auquel on peut faire, bouger les choses et donc hyper intéressant. Il y a 15 ans de podcast, j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de voix qui ne peuvent pas être entendues, comme quand on dénonce le patriarcat dans la médecine, qui ont une place dans le podcast. Et alors ce qu'on constate aussi, c'est on l'a vu dans le festival, c'est que ça crée des communautés où les gens, c'est très solidaires, sont très soudés entre eux. On le voit au Pod Rennes, on le voit à Pod 4, on voit à Pod Paris, on voit à Pod BXL. Les gens créent une véritable communauté, ils sont soudés, ils sont alignés sur les mêmes valeurs et ça, c'est d'un précieux, mais c'est incroyable, quoi. C'est juste la magie. C'est clair, bah, de toute façon c'est une communauté qui se crée et qui continue à grossir avec, Bah, regarde le tout l'eng Podcaton. tout l'engouement qu'il y a autour, du podcast, donc c'est très chouette que ça continue à évoluer dans le bon sens et moi j'ai une question aussi, c'est par rapport à tu as quand même fait, plusieurs centaines de milliers, d'écoutes sur tes différents podcasts, notamment Ah oui, dis mes chiffres, maintenant, dis Papa de Fournos, notamment donc en écologie, pour, l'égalité, enfin des sexes, en tout cas pour les femmes. Est-ce que, toi tu trouves que, ces épisodes ont eu un impact ou est-ce que tu as senti des impacts concrets? Et est-ce que tu aurais un message du coup à faire passer par rapport à ça? Moi, je parle pour toutes les personnes qui vont regarder l'épisode, qui vont se dire: «OK, moi j'ai vraiment des engagements sur Mmh. tel truc associatif. Est-ce que demain je peux me lancer dans le podcast et est-ce que ça aura vraiment un impact?» Ils se posent la question. Est-ce que tu aurais des choses à nous dire par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Alors, l'erreur classique du podcasteur, c'est d'aller voir ses chiffres de téléchargement unique. Déjà, on en parlait pendant la formation, tu vois pas tout. Parce que techniquement, informatiquement, il y a des raisons, on ne veut pas expliquer ici, ce serait trop long et c'est pas le but de l'épisode. Deuxièmement, les chiffres veulent rien dire. Tu peux leur faire dire ce que tu veux. Quand tu as les plateformes téléchargent un exemplaire de ton podcast pour rediffuser derrière, c'est aussi un téléchargement, donc voilà, il y a des normes, il y a l'IAB2, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, donc moi, c'est pas ça que je regarde. Par contre, je dis toujours aux podcasteurs, à qui je donne des formations, où je partage mes connaissances plutôt, je préfère ce terme. Quand je partage mes 15 ans d'expérience avec des gens qui veulent apprendre le podcast, je leur dis toujours: «Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est le feedback que vous recevez en direct». Et si tu veux un exemple, je te parlais tout à l'heure de Maha Ganem, à qui je fais un petit coucou, qui a lancé ce podcast. Je pensais que j'étais la seule. Je vous recommande vraiment d'aller écouter ce podcast. Ce sont des femmes qui ont subi de la violence patriarcale dans le monde médical et pas que, et qui déposent leurs paroles et qui ont un espace de parole. Et c'est une femme qui fait l'interview et pas moi. Moi, je suis juste le technique derrière. Justement aussi pour cet aspect. Ben, elle a déjà des retours. Elle a 13 ou 14 épisodes en un an. Elle a plus de 3000 auditeurs en téléchargement unique. Et elle a déjà des retours de femmes qui la contactent en disant merci. Mais quand tu entends ce merci, Ouais, donc tu as la chair de poule. l'impact premier finalement est réel, c'est que tu as déjà un écho à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu parles pas dans le vent et tu as plein de gens qui se retrouvent et un effet miroir où les gens se sentent hyper intéressés. Déjà, peut-être le premier service que tu rends, c'est de partager une expérience dans des où des gens en fait s'assimilent à toi et te comprennent et donc sont contentes aussi de savoir qu'ils partagent ils ont une histoire à partager, une expérience à partager. En tout cas, avec les déposantes, oui. Il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir qui peut se créer. Mais j'ai d'autres effets miroirs plus différents. Par exemple, je faisais un podcast HR Meetup qui existe depuis plus de 13 ans, qui est toujours en cours. Et une fois, je suis allé dans un événement RH et personne ne me connaissait, ne m'avait jamais vu. J'ai ouvert la bouche pour dire 2 mots et il y a quelques têtes qui sont retournées: «Ah, c'est vous le monsieur des podcasts?» Bah, quand tu vois ça, tu as un petit moment de plaisir où tu te dis: «Bon, finalement, j'ai pas eu tant de retours, j'ai pas eu de réactions, j'ai pas eu de likes, j'ai pas mes stats qui sont elles sont bien, mais c'est pas incroyable, mais vrai non plus». Mais tu te dis: «Bah, là, j'ai un vrai impact parce que les gens ont reconnu ma voix quand même». Ça veut dire qu'ils t'écoutent, tu vois? Assez que pour reconnaître ta voix. Ouais, en fait, c'est là que tu disais qu'en fait les stats c'est bien, mais
tu jamais vraiment, la réalité du terrain des personnes que tu as touchées et tu as quand même une communauté, de l'ombre, si j'ose dire, qui consomme, qui écoute et tout, sans pour autant vouloir interagir et se manifester, mais pourtant elle est bien présente donc tu l'ignores quelque part, mais elle est là, quoi et des fois tu as des retours, tu te dis: «Ah oui, je pensais pas que il y avait un rayonnement comme ça finalement, quoi». Ça marche et donc, on discutait sur l'écosystème, le fait effectivement qu'il y a des rencontres qui se créent et tout. Une des rencontres que tu as pu faire, c'est avec l'écosystème, Bad Geek, donc si j'ai bien compris, qui avait déjà à l'époque, amorcé et construit des festivals. À plus de 10 ans de festival, plus même que le premier Rennes, c'était Rennes, le Rennes, le premier, ça ils ont eu podcast Podren. Alors je connais pas l'histoire par cœur, hein, mais il faudrait les contacter eux et les inviter. C'est une belle asso, franchement, c'est une belle asso aussi. Ils ont des belles valeurs qu'ils défendent aussi. C'était Podren, c'est plus de 10 ans, donc je crois que c'est Podren, puis ils ont fait Podcast de temps en temps et puis Pod Paris récemment. D'accord. Ouais. Donc, ils ont effectivement créé des spots festivals, ce qui est chouette parce que ça permet de rassembler tout le monde et puis de faire découvrir aussi à une plus large audience Ouais. et à un moment, tu as été un peu, motivé pour, Pod Bruxelles, c'est ça? Bah, en fait, j'allais, à Podren et j'entendais de leur part qu'ils avaient déjà eu des demandes sur Bruxelles, qu'ils ont pas forcément, non plus le temps de gérer un festival en plus, déjà à leur charge. Et puis on voit que nos assos ont les mêmes valeurs, qu'on se ressemble sur plusieurs choses. On s'est dit: «Bah, on va t'aider à lancer Pod BXL». Donc on a pris le copy paste de la construction des noms, Pod BXL, Pod Rennes, Pod Castres, Pod Paris, tu vois? D'accord. Et donc ils m'ont aidé à créer ce festival les 2 premières années. Bah, à chaque fois pour eux, ça signifie se déplacer de Rennes, venir m'aider et tout. C'est une grosse infrastructure, des gros coûts. Et donc cette année, passée, en 2025, j'ai lancé le festival cette fois tout seul et ça s'est bien passé. Donc là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu en as parlé un peu en préambule, mais donc ça consiste en quoi le festival, en fait? Alors déjà, un De truc qui Pod me Bruxelles? distingue de tout ce qui se fait ailleurs et même de Belgeek, c'est que, j'ai essayé la première année de faire un programme un peu comme eux et puis très vite, moi, je suis plutôt parti maintenant dans une orientation de tu demandes, premier demandeur, premier servi. Mmh. Je vois pas en quelle mesure, moi, je peux estimer la qualité d'un podcast bien ou pas bien. Déjà, je les connais pas, donc je les découvre et puis, je peux pas me mettre dans la place de la tête de tout le monde pour savoir si ça plaira ou ça plaira pas. Alors certes, je vais avoir un une essayer de je vais essayer d'avoir une grille cohérente. Si donc tu fais 2 podcasts sur le même sujet et que vous poussez l'un après l'autre, je vais proposer au deuxième arrivé de passer l'année suivante. On ne va avoir une grille qui est lassante non plus sur le planning, mais c'est le seul filtre. Pour moi, c'est premier demandeur, premier servi et donc je remplis ma grille puisque je n'ai pas 2 jours, j'ai un jour. J'ai 8 places. Par contre, si j'ai, dans les demandeurs des podcasts de radio, télé ou de gros médias classiques, c'est pas eux qui passent en priorité. C'est d'abord le petit podcast natif, citoyen avec des engagements, des choses comme ça que je vise le plus. Mais D'accord. je ne renonce pas d'avoir quelqu'un qui a un média ou un journaliste. On a déjà eu quelqu'un, en 2024, je pense, qui avait un podcast, qui passe en radio, quoi. D'accord. Donc là, c'est plutôt ta casquette, programmation. Là, on parle s'il y a des podcasteurs ou podcasteuses Ouais. avec des assos, avec des projets ou d'autres choses qui veulent, passer, Il peut venir heu, sur le podium. ils peuvent venir, alors je sais en plus tu aimes pas ce terme podium normalement, Mais se le restaurant le podium, genre Sarade et les Arades, voilà. se présenter et parler de ce qu'ils ont vu, ce qui les touche, et donc en sachant donc tu disais 7 ou 8 personnes, c'est ça? Mais tu sur une journée? Place sur une journée. D'accord et par contre donc le festival se fait 2 jours ou La journée, donc c'est de 9 heures à 20 heures. En fait, on fait 2 podcasts, une pause networking, une pause lunch, donc 2 podcasts, une pause lunch, encore 2 podcasts, une pause, encore 2 podcasts. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 podcasts. C'est ce qu'on a fait en 2025. Les autres années, on essayait de faire des ateliers de formation en même temps, donc les gens quittaient la salle, suivent la formation, la salle faisait plus vide. Donc ça nous rendait pas service et puis ça frustrait les gens qui hésitaient entre: «J'ai envie d'écouter ce podcast, mais il y a un atelier intéressant». Et cette année, moi, j'ai voulu faire différemment. Je dis: «On va faire des ateliers à la fin de la journée et on va les faire se concentrer sur le contenu podcast». Et comme la grosse difficulté, c'est quand les gens sortent de la salle, c'est de les ramener dans la salle pour respecter les podcasteurs qui passent sur la scène. Je me suis dit: «Bah, on va faire des pauses très longues de networking» parce que finalement le networking est aussi important que ce qui se passe sur le podium. D'autant plus que sur le podium, le but des podcasteurs et podcasteristes qui viennent, c'est d'échanger avec le public et le public peut intervenir dans leur épisode. Mmh. Et donc je me dis: «Bah, on va laisser des pauses assez longues entre donc 2, une pause, 2, une pause» et chaque fois c'est 1 heure de pause. Ce qui laisse vraiment le temps aux gens de faire du networking et de se faire connaissance et créer communauté, ouais. Donc en fait, alors on peut résumer, hein, mais il y a quand même plein d'avantages à ce festival. C'est que, bah, en fait, si tu es un petit podcasteur, petite podcasteuse, tu peux largement y participer puisqu'encore une fois, il y a pas de classement et on chasse tous les piédestals qui pourraient Bah, c'est la priorité donnée aux petits podcasteurs. voilà. Donc c'est encore même les effets inverses. C'est-à-dire que tu favorises, les petits, c'est très bien parce qu'effectivement, il y a certains, salons, on pourrait noyer par les gros, ouais, Qui est devant tout petit, quoi. voilà, qui aspirent et La vie, effectivement, c'est le cul d'effet qui peut être embêtant.
Donc la chance, côté podcasteur, podcasteuse, d'avoir un moment, un temps de parole. Mmh. Un échange fou et c'est ça qui est pour moi le plus important, c'est d'échanger avec l'écosystème. Donc soit tes pairs, qui sont dans ton univers, média, création de contenu et donc de se découvrir, de créer faire du networking comme tu dis, de te faire découvrir à une audience plus large. Et après, on peut mettre la casquette plutôt spectateur, Ouais. aussi hyper intéressante, ou que tu t'intéresses de près ou de loin à l'univers du podcast. Certains veulent lancer leur podcast et ça cogite et viennent voir Ouais, aussi. donc ça me permet potentiellement, d'éclipser des choses, de te mettre le pied à l'étrier et du coup avoir peut-être les tips et astuces, Ça se partage dans le qui networking. permettent d'eux et à la fois tu peux être juste visiteur, pas t'intéresser à l'univers du podcast même, mais t'intéresser aux sujets qui vont être évoqués Voilà. et donc ça permet, d'avoir une découverte et une belle journée finalement. Oui et plus encore, ils peuvent intervenir. Donc il y a un micro qui passe dans le public et ils peuvent poser des questions. Ouais, donc c'est limite en plus talk show où, il y a là une espèce d'intervention des speakers et après toi tu peux interagir avec la communauté. On n'impose pas, c'est-à-dire que la personne qui vient sur le podium, parce que moi j'appelle le podium l'estrade, hein, c'est plutôt le jargon belge, donc pas le podium compétition. Elle choisit. Donc si vraiment toi tu vas participer en 2026, je t'y ai invité, eh bien, tu peux me dire: «Michel, oui, je veux une interaction avec le public, je prévois un temps pour ça» ou «Non, je préfère pas». Voilà. Ton choix non, c'est je respecte le choix. Moi, je suis là pour mettre en avant des podcasteurs et podcasteristes. Je suis là pour mettre en avant des sujets et des valeurs. C'est pas à moi de décider. Ça m'appartient pas, c'est pas à moi. Je dis «je» parce qu'on se parle entre nous, mais il faut pas oublier qu'on est une asso. Donc on est plusieurs. Il y a plusieurs personnes dans l'asso. Donc c'est un travail collectif. Alors quand je dis «je», c'est encore une fois parce qu'on se parle à 2. Mais j'insiste, c'est le «nous». Oui, bien sûr. Non, mais c'est très moi je trouve très chouette en tout cas d'avoir cette option quelque part, Hein. de se dire, voilà des personnes qui se sont déplacées et qui sont venues parce qu'ils ont vu le programme et qu'ils étaient intéressés par tes sujets, de pouvoir les faire, co-construire finalement, le moment quoi. Oui. C'est et ça rejoint tout ce qu'on s'est dit depuis le début, de co-création, d'emmener tout le monde, de partage, ces différentes valeurs. Et pour le podcasteur ou la podcasterie, s'il reçoit par après, alors parfois il y a un délai parce que je suis, avec mes collègues, on n'est pas si nombreux que ça non plus, on n'est pas une grosse équipe comme chez Belgeek. Bah, on produit, à la mesure de notre capacité de production et donc une soir après, le remontage podcast tout fait, en vidéo et en audio gratuitement. Trop bien. Donc ça c'est super chouette. Tu m'as dit c'était sur une journée donc tu avais dit 8 places je crois, c'est ça? Il y a 8 places de sur scène, oui. OK. Est-ce qu'aujourd'hui il reste des places, s'il y a des gens qui veulent postuler? Je crois qu'on a déjà atteint, quasi la chaque année, je dois demander à des personnes: «Est-ce que tu es d'accord de passer l'année suivante?» On va varier frustré, mais alors de toute manière, ce n'est pas perdu, parce qu'on peut aussi très bien, y aller en tant que spectateur de toute manière. Oui, mais même, je viens de le dire, donc par exemple, si la première année, on a eu du mal de remplir la grille. La deuxième année, c'était limite. La troisième année, j'ai dû dire à des gens: «Ce sera pour l'année prochaine, j'ai plus de place». Donc là, maintenant, ça, c'est pérenne, c'est tranquille. Mais par contre, c'est hors de question pour moi de créer une frustration alors que je prétends donner la place à tous. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui ont été reportés en 2025 vers 2026 sont d'abord prioritaires aussi. Voilà, donc déjà on peut dire: «Bah, au moins je le vis en tant que spectateur», mais en plus on peut se dire: «Bah, voilà, je me positionne, Ouais. je te propose quelque chose pour l'année suivante». Et mon Mmh. rêve, ce serait de faire 2 jours de ce festival, mais le problème, c'est le budget. Bon et ben, on va y venir justement, donc vous avez compris un petit peu le but de l'association. Très altruiste, très engagée parce qu'elle apporte plein de valeurs, de partage, d'égalité, Mais c'est pas que heu, nous qui les portons, c'est aussi les podcasteurs et podcasteristes qui viennent sur le podium qui portent des valeurs. également. On a reçu Géraldine Blanchet qui fait un podcast sur le podcast, Ouais, handicap et cinéma. d'ailleurs j'ai fait un petit coucou, Tu la connais? ouais, bah, c'est elle qui nous a mis en relation Ah quelque génial. part. Ah bah, ça m'étonne pas, voilà. Big up à Géraldine. Géraldine Blanchet qui fait un podcast incroyable que je vous invite à aller écouter. C'est, sur le handicap, le cinéma, les chiens d'aveugles. Mmh. C'est tu ça, j'ai pas de mots. Donc voilà, elle est venue au festival et c'était génial quoi. C'était vraiment, waouh, quel Trop moment cool. quoi. Ouais, on a eu un podcast aussi sur la neurodiversité avec, Isabelle de Liège, sur les neuroatypiques en entreprise. Tu vois, c'est chaque fois, mais c'est pas la sauce qui porte les valeurs en fait. Mmh. Nous, on propose un format de communication, un espace de communication et c'est les podcasteurs et podcasteristes qui apportent des valeurs qui finalement s'alignent tellement bien avec ce qu'on veut, que c'est magique. Trop bien. Donc par contre, on venait au vif du sujet, parce que ça, faut pas qu'on oublie d'en parler, c'est aussi le sujet de l'épisode. Donc toi, tu fais de le plus altruiste possible avec ton asso et avec tout le monde. Mais à un moment, il y a aussi la réalité de la vie où, bah, il y a du matos, il y a de la salle. Au début, tu disais, tu faisais même de la nourriture bio, à titre Ouais. gracieux. Mais voilà, à un moment, c'est pas extensible, et il faut nourrir l'action. Aujourd'hui, il te manque, potentiellement un peu de budget, c'est ça? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, moi l'asso, je fais beaucoup de gratuit donc à un moment donné, on s'est mis dans le rouge. Mmh. Enfin, c'est
C'est la dure réalité. Moi qui milite l'anticapitalisme et le troc et les échanges, à un moment donné, la réalité me rattrape. Donc on avait déjà ça comme problématique, mais en plus, la problématique a été aggravée parce qu'on a un phénomène qu'on appelle le no-show. Les gens s'inscrivent parce que c'est gratuit, puis ils viennent pas, mais ils préviennent pas. Mmh. Mais toi, tu dépenses pour la salle, tu dépenses pour la nourriture, tu dépenses pour les boissons et puis tu te retrouves Avec des avec la dépenses qui moitié de la personne, voilà, et ça nous a mis dans le rouge très vite et du coup, c'est ce qui a cassé le modèle qu'on voulait créer sur la gratuité et qui fait que maintenant on est à cœur, fendu et déchiré, obligé de se dire: «Bah, on va proposer un prix conscient». Parce que sinon, bah, même en faisant un prix conscient, on rentre pas dans nos frais. Donc un jour, c'est déjà dur à tenir parce qu'il faut savoir qu'une journée de festival comme ça m'a coûté en 2025 près de 6 000 €, pas loin. C'est intenable. Donc si je veux faire 2 jours, ça fait fois 2. Il y a la salle, il y a tout. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qui est frais. Alors on a la chance d'avoir un partenaire qui nous aide beaucoup, qui nous offre du gratuit pour beaucoup de choses, mais je peux pas non plus en abuser et puis à un moment donné, voilà. Ah, ce que j'allais dire, en plus 6 000 €, je pense qu'ils sont très bien dépensés parce qu'avec, votre expérience de l'assaut, tout ce que vous avez pu vivre et tout, je pense que vous êtes très malin justement, vous arrivez à gratter un peu partout, à avoir des On rentre pas de frais. des personnes qui vous aident, à certains niveaux. Toujours est-il que je vais y aller parce que tu vas pas le faire, donc il faut qu'on y aille. Moi, cet épisode, il sert à aider Michel parce que encore une fois, il aide beaucoup de monde et C'est pas moi, c'est l'assaut. l'assaut, mais là, c'est toi qui fais l'épisode, donc je parle, on va dire que tu es le représentant aujourd'hui. Toujours est-il que, bah, tu partages beaucoup de choses, mais à un moment, je trouve que c'est important aussi, bah, de savoir, redonner, d'être dans un vrai échange. Donc moi, je pense qu'il y a 2 façons dont on peut aider cette association. La première, c'est juste déjà en venant, visiter et prendre son pied, en tant que visiteur finalement. Tes buts Voilà, premiers, créer une communauté, maintenant, il y aura la place, tu m'as dit payante pour éviter le no-show et que les gens ne viennent pas. ouais. Mais bah, ça permettra à contribuer à la qualité de l'événement, mais surtout, bah, ça va pas être dépensé ou pris par quelqu'un pour, se verser un acompte. Mais personne n'a de salaire chez nous. Exactement. Donc Par contre, ça va énormément servir et contribuer à muscler le niveau de jeu et à proposer des choses toujours meilleures, soit le format plus long, soit le professionnaliser encore plus, même s'il est déjà un super niveau, pour les éditions à venir. Donc ça, c'est notre premier moyen, réservez vos places, réservez donc c'est en juin. c'est toujours le premier samedi du mois de juillet. J'ai choisi une date fixe. OK. J'ai choisi une date fixe parce que c'est plus facile à retenir et bah, c'est plus facile à caser dans l'agenda. Maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est pendant les vacances. Mais j'ai choisi aussi ça parce que justement, pendant les vacances, on n'a pas de contraintes, boulot aussi fortes. Voilà, c'est un Tu sais quel jour ça tombe, cette année, du coup? non, j'ai pas regardé, mais c'est chaque fois simple. C'est le premier samedi du mois de juillet. Réservez bien sur votre planning, premier samedi du mois de juillet pour, venir, en nombre déjà. Et la 2e chose, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est que, bah, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, c'est loin, ça vous demande du budget, On fait des replays sur YouTube. le timing en plus n'est pas forcément, bon parce que, bah, vous êtes en vacances, vous êtes occupé. Moi j'ai décidé d'ouvrir, une cagnotte en fait pour l'association. Voilà, pour que chacun et chacune puisse contribuer à la hauteur qu'il a envie, à faire vivre cet événement qui est juste incroyable. Où déjà je fais un appel particulier à tous mes, amis, créateurs de contenu. Je sais qu'ils sont nombreux et nombreuses dans le podcasting déjà à se reconnaître, mais ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Il y a les youtubeurs, il y a les instagrammeurs, instagrammeuses, il y a les tiktokers et tiktokeuses, et j'en passe, hein, des blogueurs, blogueuses, vélogueurs, vélogueuses. On est maintenant un écosystème très, très riche. Voilà, si tout le monde met, ne serait-ce que 5 €, 10 €, contribue encore une fois à sa hauteur, bah, ça fera, sûrement des miracles. On connaît la puissance aujourd'hui, des cagnottes collaboratives. Donc si la cause vous touche et que vous vous sentez, impliqué par ça, n'hésitez pas. Je mettrai, le lien de la cagnotte, en commentaire, dans la plateforme d'écoute, sur laquelle vous êtes, donc YouTube ou autre. Merci, je suis très touché, je suis très ému. Mais non, mais C'est pas d'habitude. c'est vrai, ça fait un grand plaisir. Si vous avez des questions également, sur le festival, sur les podcasts, divers et variés de Michel, d'ailleurs, tu peux peut-être dire, toi-même, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te contacter? C'est quoi les moyens les plus simples? Bah, moi, je suis, bah, il y a le site internet, donc podcastfactory.org. Alors, si vous pointez, taguez ou signalez quelque part, une mention sur nous, il y a quelqu'un aux États-Unis qui a pris notre nom d'origine et on n'a pas voulu rentrer en procès à justifier qu'on était les premiers. Enfin, on n'a pas rentré là-dedans, c'est pas ça. Donc on a décidé simplement de rajouter le org dans le nom. Donc notre nom d'assos précis, c'est The Podcast Factory org. Le org fait partie du nom, mais le site internet, c'est thepodcastfactory.org. Donc il y a une page, Linktree qui est mise en contact. Bah, Linktree avec mon GSM, mon WhatsApp, le téléphone, enfin tous les moyens de le contacter. Un calendrier pour fixer rendez-vous aussi, un Calendly, donc c'est hyper facile. Je suis très, très actif sur LinkedIn. J'arrive jamais à prononcer LinkedIn. Vous cherchez, Michel Godard avec T, Godart, voilà, et vous allez me trouver. Je réponds toujours, favorablement aux messages.
Sauf si on fait du marketing agressif, ça, en général, je back. Et je confirme, Michel est très réactif, il répond assez même très, très vite, aux messages. Donc n'hésitez pas, même si voilà, vous avez, des questions Bon, ou autres, sur sa formation, sur l'asso, sur plein de choses, sur ses propres podcasts à lui, vous voulez juste lui envoyer un message de soutien, bah, n'hésitez pas à le contacter, je mettrai un maximum de liens en commentaire. Merci beaucoup, c'est un épisode qui sort un petit peu, de nos habitudes, mais je pense qu'il est important et voilà, on a tous aussi des passions ou en tout cas des engagements forts à côté, de nos thématiques particulières. Ça ne nous empêche pas, de dériver et c'est encore une fois le titre du podcast «De rien». On ne s'empêche pas de parler de tout et de rien et de changer un petit peu les thématiques habituelles. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi. bien vu. Ciao, ciao, bye bye.